Cube Radio. Ce balado parle d'un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente Par pure vengeance, épisode 8, dernier épisode. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Si vous n'avez pas déjà écouté les autres épisodes, vous pouvez retourner en arrière. Bonne écoute. Depuis que je commente l'affaire Normand-Dubé, mon but, c'est de comprendre ce qui se serait vraiment passé. Depuis 2018, j'ai lu les 4000 pages de documents à moitié caviardés. J'ai réussi à parler à Hydro-Québec, à des proches des victimes des incendies criminels, à des voisins et des amis de Normand-Dubé. Mais aussi à des résidents de Sainte-Anne-des-Plaines, des collègues journalistes de différents médias, aux enquêteurs, aux avocats qui ont travaillé sur le dossier et à de nombreuses personnes liées aux deux procès. La liste est longue. Oui, allô? Mais pour vraiment comprendre ce qui se serait passé, j'ai aussi décidé de garder un contact avec Normand Dubé de la prison. Oui, Monsieur Dubé, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, on a réussi à se rejoindre. Oui, parce que je vous avais donné l'heure. Ouais, c'est parfait. C'est comme ça qu'on va faire. C'est bien plus simple pour vous puis pour moi. Ouais, mais moi, je suis pas toujours capable d'appeler à l'heure. C'est très restreint, les téléphones. Ah, OK. On a pu établir la communication 3 mois après son retour en prison, quand il s'est rendu à la police après sa cavale de 6 semaines. J'avais un bon lien avec les beaux-parents de Normand Dubé qui lui ont fait le message que je voulais lui parler, parce qu'on peut pas appeler un détenu en prison. Monsieur Dubé m'a ajouté sur sa liste d'appels, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu carcéral. Il peut pas appeler n'importe qui. Ensuite, Service correctionnel Canada a fait des vérifications. On voulait savoir si j'étais bien Marie-Christine Noël et si j'acceptais de parler avec Normand Dubé. Mes appels avec M. Dubé durent environ une 20aine de minutes tout au plus. Il peut pas m'appeler n'importe quand. C'est le centre de détention qui détermine quand il peut faire des appels. Depuis 1 an, l'horaire varie, donc on s'adapte. Les appels sont enregistrés par les autorités carcérales, c'est comme ça que ça marche. Ce qui fait que depuis avril 2021, j'ai une ligne fixe chez moi dédiée à Normand Dubé. Et il est le seul à avoir le numéro. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez le 8e et dernier épisode de la série Par pure vengeance. La ligne directe avec la prison. Pendant les 6 semaines qu'a duré la cavale de Normand Dubé, de décembre 2020 jusqu'au début février 2021, j'ai fait le tour de mes contacts pour tenter de savoir où il se cachait. Mais aussi pour tenter de comprendre pourquoi il s'était jamais présenté au centre de détention de Saint-Jérôme après qu'un juge l'ait ordonné. Il faut se rappeler qu'après avoir écopé de 7 et 9 ans de prison, Normand Dubé a fait appel de ses 2 verdicts de culpabilité. Il pouvait rester chez lui en attendant ses appels plutôt que de devoir rester en prison. Le procureur de la Couronne, Maître Baribeau, soulignait la chance qu'il a eue d'avoir la confiance des juges. C'est la Sûreté du Québec qui veillait au respect de ses conditions de libération. Je voulais donc en parler avec le lieutenant Martin Bouchard des crimes majeurs de la SQ de Mascouche. Parce que c'est d'abord le non-respect de ces conditions qui aurait déclenché la cavale de Normand Dubé, justement. C'est quoi ces conditions, M. Dubé, à ce moment-là? Parlez-moi de ces conditions-là pendant qu'il attend chez lui. C'était au début, quand il a été remis en liberté. Il y a eu une condition émise par le juge qu'à tous les jours, il devait se rapporter, envoyer un courriel à un de nos enquêteurs, lui expliquant son horaire de la journée. Le but était qu'on puisse savoir où était M. Dubé et quels étaient ses déplacements prévus. M. Dubé a pris ça, je pense, à la légère, a décidé d'envoyer un courriel le même à tous les jours en disant qu'aujourd'hui, il s'en va à Clova, à Parent, à Repentigny, à Mirabel, à Saint-Jérôme puis à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait qu'il a mis toutes les villes possibles, puis il devrait être dans une de ceux-là. Mais ce n'était pas l'essence ou le but de la condition.
Le but de la condition était de savoir les déplacements réels de M. Dubé. Donc, il devait préciser les endroits où il devait aller. Oui, il devait préciser l'endroit. Ça a été une première fois, on a soumis le dossier à M. Baribeau, où il a rencontré son avocat, il a expliqué. Son avocat lui a expliqué. Ça s'est amélioré. Donc, il a commencé à préciser les endroits où il voulait aller. Et ensuite, c'est revenu comme c'était. Fait qu'on a soumis finalement qu'à plusieurs reprises, qu'il nous mentionnait qu'il s'en allait à tel endroit. C'est pas là qu'il allait, c'est ailleurs qu'il allait. Fait qu'on à ce moment-là, on a fait des vérifications qui nous ont apporté à déposer des accusations de bris de condition qui ont été soumis au DPCP et qui a été finalement trouvé coupable là, par la Cour de ces bris-là. Après ça, vous connaissez la suite. Le juge a ordonné à Normand Dubé de se présenter au centre de détention de Saint-Jérôme, soit le 17 décembre 2020, avant 15 heures. Et il s'est jamais présenté. Il est alors devenu un fugitif aux yeux de la loi. Et c'est à ce moment-là qu'une équipe de la Sûreté du Québec a commencé des démarches d'enquête pour retracer M. Dubé. Et c'est à ce moment-là qu'on a dû mettre de la protection sur certaines personnes parce qu'on ne connaissait pas les intentions de M. Dubé. Il était-tu en cavale pour dire jamais je vais rentrer en dedans puis je vais m'en prendre à tous ceux qui ont été contre moi ou je vais me cacher pour que personne ne me retrouve. On ne connaissait pas son intention. On a mis de la sécurité autour de Maître Baribeau et des victimes des incendies, autour de personnes de chez Hydro-Québec, des procureurs, des témoins. On savait pas si M. Dubé voulait se venger ou seulement se cacher, s'il était armé ou s'il y avait un avion à sa disposition, par exemple. Donc, la SQ a émis un communiqué qui informait que Normand Dubé était sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du Québec, qui s'étaient pas présentés au centre de détention le jour et l'heure prévue par le juge. Ça a apporté le fait qu'on a eu quand même plusieurs appels téléphoniques nous mentionnant que je crois avoir vu M. Dubé ici, je crois avoir vu M. Dubé là-bas, ou regardez à telle place, il est là. Ou... C'est quoi les endroits qu'on vous donnait comme exemple? On a eu plusieurs appels pour les pourvoiries du Nord. On se cache pas, M. Dubé a quand même des bons contacts là-bas, connaît plusieurs personnes. On a dû envoyer finalement des enquêteurs faire des vérifications dans le Grand Nord pour certaines informations qu'on avait reçues. Juste avant sa cavale, l'avocat de M. Dubé à l'époque, maître Maxime Chevalier, avait travaillé très fort pour monter son dossier en vue de faire appel des 2 verdicts de culpabilité. Il comprenait pas pourquoi son client avait quitté comme ça, surtout que la date de son appel approchait. Les semaines passent et aucune nouvelle. Et puis en février, parce qu'il est toujours en cavale, le tribunal rejette les appels des condamnations de M. Dubé pour avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec et avoir fait incendier les résidences de fonctionnaires. Impossible de faire marche arrière concernant ces appels. Pourtant, M. Dubé les attendait impatiemment, ces appels-là. Mais il a pris la fuite et il a tout perdu. Il y avait quelque chose qui clochait. Même son avocat, Maître Chevalier, avait dit à l'époque, au tribunal, lorsque M. Dubé a perdu la permission d'en appeler, que son client pourrait avoir paniqué. C'est une des premières questions que j'ai posées à Normand Dubé de la prison pendant notre première discussion au téléphone en avril 2021. Et pourquoi vous êtes parti en décembre, M. Dubé? Parce j'étais trop paniqué de perdre on était comme les deux impuissants, pas aussi, mais on était en dépression de tous ces événements-là parce qu'elle avait été arrêtée 3 semaines avant. Et moi, mes avocats me disaient tout le temps, d'après moi, la cour d'appel va passer la hache dans des conditions parce que c'est des conditions qui sont bien trop difficiles à suivre. Puis moi, comme j'en perds un peu dans ma mémoire, je me suis mélangé dans mes journées. Au lieu d'aller chez le notaire le vendredi comme je devais, je suis allé le jeudi. Puis j'ai été mêlé dans mes journées parce que je sais que j'en perds un peu dans ma mémoire. Je suis assez conscient de ça, que j'oublie bien des choses puis je me perds. Fait que... Pourquoi vous vous êtes resté caché aussi longtemps? 1 mois parce que je voulais mettre fin à mes jours aussi.
j'étais en dépression, puis j'en revenais pas de perdre ma liberté avec un oubli d'être allé chez le notaire la mauvaise journée. C'était pas pour tromper la cour ou faire un acte criminel. C'était pour aller signer un petit papier, un petit document chez le notaire, puis je me suis mêlé dans mes journées. Fait que là, j'étais paniqué. J'avais de l'ouvrage aussi à l'usine. Je travaillais 7 jours par semaine. Fait que je voyais pas quand c'était la fin de semaine ou quand c'était les journées où je pouvais faire des commissions. C'était répétitif 7 jours par semaine. Fait que on était surmenés. Je voulais m'enlever la vie à tous les jours. Puis à un moment donné, ben là, j'ai pris un taxi puis je me suis rendu au poste de police. Puis pourquoi vous avez décidé de revenir? Parce que vous vouliez revoir Manon? Pour revoir votre vie? Pourquoi vous êtes revenu? J'entends pas. Pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi je suis revenu? Oui, en février, quand vous êtes revenu au poste. À un moment donné, j'ai vu dans le journal que j'avais perdu mes appels. OK. J'ai vu ça dans le journal. Ouais. Et puis, je me suis rendu au poste de police en taxi, de moi-même. Donc, Normand Dubé était paniqué, selon ses dires, à l'idée de perdre sa liberté, puis ce serait ça qui l'aurait poussé à prendre la fuite. Et aussi, il était dévasté au point de vouloir s'enlever la vie quand il a su que ses appels étaient tombés en février 2021. C'est un point délicat, on va y revenir dans un instant. Normand Dubé soutient avoir des problèmes de mémoire, qui auraient fait en sorte qu'il était mêlé entre les journées de la semaine, et que ce serait pour ça qu'il aurait fait une visite chez le notaire une journée non autorisée. Parce que comme je vous disais, il pouvait pas se déplacer n'importe quand et n'importe où. Et sa confusion sur les jours de la semaine était accentuée selon lui par son cycle de travail de 7 jours. Parce qu'il faut savoir que pour lui permettre de payer ses frais d'avocat, un entrepreneur de Sainte-Anne-des-Plaines lui a donné du travail pendant l'attente de ses appels avant sa cavale. Puis ensuite, pendant les 6 semaines où il a pris la fuite, la police a mené une véritable chasse à l'homme. Le lieutenant Martin Bouchard. En cours de route, on a réussi à apprendre que M. Dubé se terrait dans un hôtel à Montréal. On a, à ce moment-là, au moment qu'on a eu l'information, mis une équipe sur l'emplacement. On a rencontré plusieurs individus, plusieurs personnes de l'emplacement pour confirmer effectivement que oui, M. Dubé avait passé là-bas. C'est de l'information que vous avez reçue du public? Oui, l'information du public. Qui disait M. Dubé se retrouve dans un hôtel et non dans les pourvoiries. Exactement. J'ai pu discuter avec M. Dubé de sa cavale pendant notre 2e conversation téléphonique le 14 avril 2021. En fait, j'ai réussi à glisser ma question parmi la longue liste de 17 points que M. Dubé m'avait préparés avant notre conversation. C'est une discussion qui n'a pas été facile parce que vous allez l'entendre, M. Dubé est très triste et pleure au téléphone. C'est que malheureusement, après que ce soit rendu à la police en février, sa conjointe Manon s'est enlevé la vie. Puis, comment ça va aujourd'hui, M. Dubé? Moi, ça va pas bien que ça allait. Non, comment ça? C'est la mort de Manon, puis que je suis ici sans preuve, toutes les affaires circonstancielles, il n'y a rien dehors de tout doute, puis mais la mort de Manon, je peux pas, tous les jours, moi. La mort de Manon, c'est impardonnable. J'ai fait une liste pour vous, pour toi, Marie, de choses à aller vérifier qui a eu lieu après le beau grand reportage que tu avais fait. OK. Fait que vous avez fait une liste de quoi? Une liste de gens une liste de tout ce qui s'est passé après le beau grand reportage. OK. Des gens, moi, j'ai fait 17 points. J'ai fait une liste. OK. Allez-y. Est-ce que vous l'avez avec vous, la liste? Oui, je l'ai. OK. Allez-y. Je me sens mal à l'aise quand M. Dubé utilise la flatterie comme il le fait à ce moment-là. Il
faisait référence à notre documentaire vidéo. Puis je suis pas certaine de comprendre pourquoi il fait ça. J'avais aussi une question avant qu'on revienne au point 7. On était rendu là, puis on avait fait le point 17, mais dites-moi, votre cavale, là, vous êtes parti. Je pensais à ça après qu'on se soit parlé. Vous êtes parti comment, vous? À pied pour un bout, puis après ça, j'ai appelé un taxi chez un de mes amis, puis il est venu me mener en ville. Le taxi est venu me mener en ville. OK. En ville, le taxi. Puis comment vous avez fait pour passer quand même 6 semaines? Comment vous avez fait pour rester caché aussi longtemps sans qu'on vous trouve? Je m'étais ramassé avec un taxi haïtien à Montréal. Le taxi haïtien m'a emmené chez quelqu'un qui louait des chambres, une haïtienne qui louait des chambres, une religieuse. Puis de là, j'ai resté une semaine chez cette religieuse-là, puis après ça, elle a vu une amie qui s'en allait dans le sud, à Haïti, une autre haïtienne, qui s'en allait pour 2 mois, puis elle m'avait loué une chambre, cette madame-là, pour 2 mois. Je l'ai pas gardé 2 mois, je suis sorti avant le 3 février. OK. Puis vous connaissiez quelqu'un comme ça qui vous a amené, vous connaissiez un taxi haïtien? Cette personne, le taxi, j'ai dit amène-moi quelque part, un motel pas cher, puis amène-moi quelque part. Ben, j'ai peut-être quelqu'un qui louerait des chambres, il m'a emmené chez cette dame-là, c'est une religieuse, une haïtienne. OK. Puis comment vous avez fait pour comme vivre là si vous avez rien apporté, vous aviez de l'argent puis tout ça? Vous avez réussi? Apporter de l'argent, c'est tout. J'en avais toujours de l'argent avec moi. OK. Je n'avais pas apporté, j'en avais toujours. Puis vous aviez pas peur qu'on vous retrouve? J'étais tellement en dépression que je veux pas penser à ça. Ah ouais? J'étais tellement en morceaux. On était tellement en morceaux que j'ai pas pensé à ça. J'ai pas. J'ai besoin de Manon. C'est juste ça que je veux, présentement. Puis là, vous êtes suivi par un psychologue, là, hein? C'est important. Oui. OK. Je vous ai pas encore parlé d'une de mes sources les plus importantes dans le dossier de M. Dubé. Je vous ai pas encore parlé de Manon Narbonne, la conjointe de Normand Dubé. Je l'ai connue parce qu'elle a souvent pris le temps de discuter avec moi quand j'assistais au procès en 2018. Dans les corridors du palais de justice, elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait, où on en était dans le dossier. Manon Narbonne est décédée en février 2021. C'est la première fois qu'une de mes sources se suicide, puis ça m'a affectée, là, je dois l'avouer, et je suis pas la seule. Le lieutenant Martin Bouchard. En cours d'enquête, on était en mesure de rencontrer Mme Narbonne, qui était la conjointe de M. Dubé. On est allé la rencontrer chez elle. On a voulu discuter avec elle, mais elle semblait être très, très nerveuse, ne voulait pas nous voir. Tout ça, on a respecté son choix. Est-ce que vous êtes rentré dans la maison? Non, on n'est pas rentré. Ne voulait pas nous ouvrir la porte. Cachait un petit peu l'arrière de la porte. Et après cette visite-là, 2 heures après, M. Dubé se livrait ici au poste de police. Est-ce que vous pensez que M. Dubé était dans sa maison et que Mme Narbonne le cachait? C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Par contre, dans le cadre de l'enquête, on a eu des éléments nous démontrant finalement que Mme Narbonne savait où ce que M. Dubé était. Donc, nous a apporté à la contacter après l'arrestation de M. Dubé, après que ça ait livré ici au poste à Mascouche. Et on a pris contact avec Mme Narbonne, lui mentionnant qu'on devait la rencontrer, qu'elle allait être arrêtée. On lui a donné les motifs d'arrestation. On lui a demandé de contacter son avocat et de venir nous rencontrer demain, le lendemain. Fait que le lendemain, on devait la rencontrer. On a eu un appel de la Sûreté municipale de Terrebonne nous avisant finalement de la finalité de Mme Narbonne. Mme Narbonne s'est suicidée. Oui, s'est suicidée. Très, très malheureux. On aurait tellement aimé que ça finisse pas pour elle de cette façon-là. Je pense que c'est un dommage relié finalement à l'ensemble des événements qui s'est passé. Je ne pourrais pas justifier les raisons exactes de ces gestes, mais je peux pas faire autrement que d'associer son geste au dossier de M. Dubé. Est-ce qu'elle coopérait avec la police?
Non. Non, pas de collaboration avec la police, malgré plusieurs rencontres qu'on avait déjà eues dans le passé avec elle. On respectait son choix. On comprenait très bien que Mme Narbonne n'avait pas un pouvoir d'influence sur M. Dubé, mais beaucoup plus l'inverse. Lorsque j'ai parlé au procureur de la Couronne, Maître Steve Baribeau, je lui ai demandé s'il était question d'accuser Manon Narbonne. Saviez-vous qu'elle devait être rencontrée par les enquêteurs? Oui. Oui. Oui, c'est que ça fait partie du travail des policiers. Puis c'est sûr les policiers, doivent boucler la boucle et fermer le plus de portes au niveau de leur enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé quand M. Dubé avait pris la fuite. Mais je peux vous dire une chose, jamais on n'aurait accusé cette madame-là. Ça, c'est certain. Certain. Même si elle aurait aidé ou M. Dubé dans le cadre de sa fuite, pour moi, c'était comme poursuivant, c'était pas opportun d'y aller avec des accusations, mais c'était tout à fait légitime pour les policiers de la rencontrer et c'est ça. Mais la pression peut être forte. Tu sais, je parlais avec la famille, on me disait elle a ressenti peut-être trop de pression au niveau des policiers, puis c'est pourquoi elle s'est suicidée avant de rencontrer les enquêteurs. Écoutez, c'est pas un climat facile. Là. Ben c'est pas un climat facile et pourquoi elle s'est retrouvée là dans cette situation-là, aller rencontrer les policiers, ben c'est à cause de Normand Dubé qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Là. Faut pas le perdre de vue. Là. Je suis pas en train de faire de dénominateur commun, mais c'est un drame épouvantable qui s'est produit. Et si elle a senti de la pression, ben s'est retrouvée dans cette situation-là à cause de Normand Dubé. La dernière fois que j'ai parlé à Manon Narbonne, c'était en février 2021. Monsieur Dubé venait de se rendre à la police et il comparaissait au palais de justice de Saint-Jérôme. Elle était là pour le soutenir comme toujours. Elle était amaigrie par la maladie, elle venait de subir une opération, là, je m'en rappelle, elle avait même des béquilles. Et son conjoint venait de se rendre après une cavale de 6 semaines. Tu sais, elle en avait beaucoup sur les épaules. Ce qui aurait joué un rôle dans son suicide, selon le rapport du coroner, c'est les années difficiles que venait de traverser Mme Narbonne, la mort de son fils survenue il y a quelques années, et aussi quand la SQ l'a informé qu'elle aurait probablement des problèmes avec la justice. Lorsque M. Dubé a appris le décès de sa conjointe, il a tenté de se suicider en prison. C'est lui qui me l'a confirmé au téléphone. Allô? Allô? Je m'excuse de vous déranger. Allô, je m'excuse de vous déranger. Je suis Marc-Christine. Je disais pas qu'elle fait le documentaire sur Normand Dubé. Oh! OK. Puis je me demandais comment ça se passait dans le village depuis qu'on le sait qu'il est arrêté. Aucune idée. Ben, vous le voyez, vous? Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous, non? Oui, mais on ne le voit plus depuis qu'il est retourné en prison. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui se dit dans le village? Aucune idée. Ah non, hein? Non. Franchement, premièrement, je vais pratiquement pas au village. Ouais, c'est ça. Pour... puis... C'est très tard, monsieur. Mais rentrez. Ça vous dérange pas? Parce qu'on a décidé. Près de chez Normand Dubé, quand on est allé faire un tour à Sainte-Anne-des-Plaines en février dernier, on a aperçu un voisin, puis on a décidé d'aller lui jaser. C'est un monsieur gentil, prêt à aider, qui se tient loin des problèmes. Il nous a dit qu'il était un ami de Manon. Il tenait vraiment à préciser que c'était une amie avec qui il faisait de la motoneige. On n'avait jamais aucune discussion d'Hydro-Québec ou de quoi que ce soit. C'était l'amitié de faire du ski ensemble, et c'était tout. C'était tout.
Ça fait longtemps que vous êtes ici, là. Oui. Parce que Écoute, je connaissais sa femme. Quand l'Hydro-Québec, pas l'Hydro-Québec, mais il a été remis en prison. Ouais. Sa femme était blessée. Ouais. Et je m'occupais d'aller le gros poil dehors. Oui. C'est moi qui s'en occupais. Jusqu'à temps que le matin, on sait que ce qui est arrivé, la tragédie d'elle. Et après ça, j'ai pas parlé à personne de cette histoire-là. Puis vous l'avez appris comment, son décès? À Manon? À son père. Parce qu'il savait que c'est moi qui s'occupais du poêle. Et puis j'étais ici dans le garage et puis le monsieur est arrivé et me demandait: as-tu des nouvelles de Manon? Ben là, la dernière fois, on se rencontre quand moi je vais allumer le poêle, je la rencontrais, elle s'en allait en béquille au garage. Puis là, ben, on a parti, il dit, parce que ça répond pas, puis... Le père de Manon était inquiet. Le voisin raconte qu'il est sorti avec lui pour voir où elle pourrait se trouver. Puis se sont rendus jusqu'au garage ensemble. On est partis tous les deux, là-bas. Et puis là, on a regardé par la fenêtre et on a vu le véhicule tourner et le tuyau qui rentrait dans la voiture. Ah là! Ouf, là, ça a été dur, là. Là, son père a cassé la vitre, il a ouvert toutes les portes. Là, il a appelé la police, puis le restant, tout le monde savent ce qui est arrivé. Au moins, vous étiez avec lui. Oui, j'étais avec son père. Son père est venu. Il n'a pas ouvert, il est venu me voir pour qu'on y aille le voir ensemble. Parce qu'il savait que je connaissais Manon comme il faut. C'est quand même content de savoir qu'elle était pas toute seule. Ah oui. Ah oui, moi, le matin, je m'en allais, là, puis dans sa fenêtre, on me faisait bonjour comme de quoi que j'allais au poêle, puis tous les matins, je regardais si elle était là. Ça durait quand même tout l'hiver, là, jusqu'à la fin, là. Après ça, ben là, je ne voulais même plus y aller, allumer le poêle, là. Là, l'intérêt était parti, là. Moi, c'était Manon, là. Après ça, c'était fini. Quand j'ai appris la mort de Manon Narbonne, j'ai parlé au téléphone avec mon collègue Maxime Landry. À l'époque, quand il était journaliste à TVA, il a couvert les incendies criminels à Sainte-Anne-des-Plaines et les pannes liées au sabotage des lignes d'Hydro-Québec. C'est vers lui que je me suis tournée quand j'ai su pour le drame lié à la conjointe de M. Dubé. Je me souviens quand on a appris la mort de sa femme, de sa conjointe. Tu sais, je me souviens très bien que toi et moi, on s'est parlé, puis... Écoute, les deux jambes m'ont lâché, là. Tu te dis, ben, voyons donc. Parce qu'il l'avait laissé derrière aussi pendant sa cavale. Oui. Ça aussi, ça devait peser sur Normand Dubé dans sa décision de je reviens ou je reviens pas, parce que Manon restait seule à la maison avec l'entreprise et avec la maison aussi. Puis ça laissait planer le doute d'une complicité après coup, tu sais. Quel poids il faisait porter à cette dame-là? C'est certain que les policiers ont dû la mettre sa filature, là. C'est certain, c'est une technique d'enquête basique, là. Puis, tu sais, est-ce qu'elle l'a aidé ou non? De ce qu'on en comprend, non, même pas. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'elle a dû subir comme pression? Non, il y a des drames humains épouvantables à travers cette histoire-là de cavale, de fuite, de... Tu sais, on a toujours une fascination au Québec pour les personnages du genre. Il y a une fascination pour le monde criminel, il y a une fascination en fait pour des criminels qui causent pas de mort. T'sais. Quand il commence à avoir des décès, par contre, le capital de sympathie tombe assez vite, là. À juste titre. Il y a des gens qui ont souffert là-dedans. Là. Tu sais, quand tu regardes ça avec le recul, là, on dit « Ah, mon Dieu, Normand Dubé... ouais. » Non, mais t'as peu, là. Là, on parle de sabotage de lignes. On parle d'hôpitaux qui manquent d'électricité. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble une unité de soins intensifs quand ça manque de courant, là. C'est des vies qui dépendent de chaque seconde, là. Un gars qui se suicide à la veille d'un procès dans lequel il était cité, des menaces,
des incendies, du saccage, du harcèlement. Hey, tu te présentes à l'hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Plaines à l'époque, là, puis les fonctionnaires, ils ont peur, là. T'as des fonctionnaires qui veulent même plus aller sur les terrains de Normandie-Bay parce qu'ils ont la chienne. Dans ces conditions, à Normandie-Bay, il n'y avait même plus le droit de se présenter à l'hôtel de ville ou à être près de l'hôtel de ville. Tu sais, on a beau regarder ça puis dire hey, ça n'a pas de bon sens, mais je maintiens mon point, il y a des gens qui ont souffert là-dedans. Puis il y a des gens qui sont marqués à vie, là. À vie. Est-ce que tu les as rencontrés, les victimes? Oui, certaines, oui. Puis qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Ben, la plupart avaient une peur bleue de témoigner, là. Mais tu sais, on se parlait en off comme ça. Puis quand je leur disais, ouais, ils viennent d'arrêter Normandie-Bay, écoute, c'est comme si tu venais de leur annoncer que le pire criminel, leur pire cauchemar venait d'être arrêté, là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui se sent harcelé puis qui se couche le soir en se demandant s'il sera pas victime de tel méfait ou qui a peur de sa famille, là. Une fonctionnaire qui travaille au service, à l'Agence des services frontaliers qui s'occupe de l'importation d'hélicoptères qui se fait menacer. De 2011 à 2014. Ah oui. Ça a duré très longtemps, ce harcèlement-là. Puis c'est pas du harcèlement comme je vais t'appeler 8 fois puis je vais raccrocher. T'sais, c'est des grosses menaces, là. Fait quand je te dis qu'il semble y avoir 2 Normandie-Bay à quelque part, t'as des gens qui lui donneraient le bon Dieu sans confession. Comment est-ce qu'on dit ça? Le bon Dieu sans confession? Mm-hmm. Exact. T'as des gens qui seraient prêts là, à l'aider là, n'importe quand. Il y a des gens qui ont même donné de l'argent pour sa caution, hein? Oui. Oui. Puis c'est pas des petits montants. Dans les 2 procès, on parle de vengeance. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la vengeance dans ce dossier-là, Normandie-Bay? C'est drôle, hein? J'ai pas... Avec le recul, puis avec l'expérience de rencontrer différents personnages au cours d'une carrière, j'ai pas l'impression que c'est la vengeance comme on la connaît qui a nourri Normandie-Bay. Moi, c'est juste mon hypothèse, là. Comme simple reporter, comme simple journaliste, là. Le gars, il aime ça avoir raison. Il veut contrôler, puis il veut avoir raison, puis dire « Ah, je vous ai eu, hein. C'est moi qui ai raison. » Pour moi, c'est bien plus ça. Je me fous des règles, je fais ça à ma manière, puis je vais vous montrer c'est qui Normandie-Bay. Moi, je vois bien plus ça comme ça. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Ne peut éviter le bolide de Jochen Mass. Sa Ferrari s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1. Sur 67 Grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio, ou sur toutes les autres plateformes de balado. En installant la ligne téléphonique chez moi pour parler avec Normandie-Bay de la prison, je voulais valider avec lui s'il se considérait toujours comme une victime dans l'affaire, ou bien s'il était prêt, maintenant, à avouer ses crimes ou à s'ouvrir sur certains aspects. Je voulais vraiment aller au fond des choses avec lui. Mais je me suis rendu compte que sa version des faits qu'il m'a donnée le 14 avril 2021, elle s'éloigne de plus en plus des preuves présentées contre lui en cours. Pas tout, mais le gros point là-dedans, c'est que Thibault a menti, puis il a jamais voulu aller enquêter Garrett. Puis ça faisait 1 an qu'il le savait, puis il avait fait comme
Son enquête, il y avait son idée de tunnel, puis c'était juste ça. Puis il voulait gagner pour montrer aux Américains qui ont quelqu'un en prison pourquoi ils ont manqué d'électricité. C'est pas moi qui ai manqué. Est-ce que pour les incendies, c'est vous qui l'avez commandé? Non, c'est encore Garrett qui était dans ça, parce que les incendies, il s'était battu avec la ville. C'est lui qui a passé au feu, là. Il y en a un qui a passé au feu, puis une femme aussi. Il s'était battu pour les parkings, les grandeurs, les taxes, et puis cette personne-là, Leclerc, là, qui a passé, il avait fait mettre un dépoussiéreur qui avait coûté 300 000 $. Mais les gens avaient peur de... Oui, mais les gens avaient peur de vous à Sainte-Anne-des-Plaines, M. Dubé. Ça, c'est la police qui a été lui dire que c'est moi qui avait fait ça. Ben, il avait peur parce qu'ils se sont fait dire que c'était moi, là. C'est fait dire. Il avait pas peur d'avant, là. Puis vous avez tout gardé dans l'ordinateur, toutes les adresses, puis les chars, puis les maisons. Autres, là, on avait tous les mauvais... Moi aussi, j'ai contesté mes taxes. Mais je les ai gagnés. Moi, je les ai gagnés, mes contestations de taxes. Donc, je veux rien contre la ville, là. La madame des taxes, là, était bien arrogante, là. Mais ça, moi, je faisais comme un propriétaire qui a des mauvais locataires. On fait une liste, là. Mon comptable en a aussi des listes de pas bons puis de gens à pas faire affaire. Il s'en fait des listes, que les propriétaires, c'est la même chose. Moi, je voulais pas faire avec ces gens-là. J'ai fait une liste, mais il y a même du monde qui m'était référé que je connais même pas, mais ils ont dit vraiment affaire de... je sais pas, mon comptable, il dit, je fais vraiment affaire avec ce gars-là. Marqué ce gars-là, pas bon, mais c'était peut-être trop détaillé, oui, mais ça n'empêche en rien que c'est pas moi qui ai fait les incendies, là. Absolument pas, là, j'ai rien à voir dans ça. Rien. Moi, j'avais pas eu de conflit. Ils sont venus faire témoigner Leclerc, là. Pourquoi j'avais eu un conflit avec lui? On s'est jamais parlé depuis 1993. Jamais. Il avait envoyé une contravention à mon agent d'immeuble pour une pancarte mal posée dans les années 2000. Avec lui, vous avez pas commandé des incendies? J'entends pas. Ça peut être sorti. Répète-moi ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Je vous répète ça. Donc, vous n'avez pas commandé des incendies de chez... Non, pas du tout. De victimes à Sainte-Anne-des-Plaines? Voyons donc, pas du tout. OK. Pas du tout. OK. Pour ce qui est du... Garrett, là, qui était mon étudiant chez nous, là, parmi tant d'autres, j'en ai eu 150 étudiants, là. Ben, lui, il se vantait de casser des jambes, puis de faire de la collection, puis il revenait avec des bouts d'oreilles puis des bouts de doigts. Mais Garrett, vous pensez que lui aurait, en plus d'avoir saboté les lignes, aurait fait incendier les maisons puis les voitures à Sainte-Anne-des-Plaines? C'est lui qui avait commandé ça avec une gang, avec sa gang qui disait bien rodée, là. Puis il revenait avec des bouts d'oreilles, des bouts de doigts. Mais ils sont quand même reliés à vous un peu, ces gens-là. Comment ça, Garrett les connaissait? C'est ça que je comprends pas. On reste dans le même village. Faut se rappeler que la Sûreté du Québec a fait une grande opération d'écoute et de filature sur Normand Dubé. Et ils ont recueilli des preuves de son implication dans les incendies criminels. Toutes les victimes connaissent M. Dubé et avaient peur de lui. M. Garrett n'était pas impliqué, lui, dans la chaîne de commandement des feux, selon la police. Puis quand vous avez vu qu'il y avait eu des incendies, là, par exemple chez une mère de famille, puis un couple, là, comment vous avez pris ça, cette nouvelle-là, quand vous l'avez su? C'est bien... écoutez, c'est énormément d'empathie pour eux autres. C'est extrême, là. Même puis c'est lui qui est le plus visé, dans le fond. Puis c'est lui que j'ai jamais eu de conflit avec, à part une contravention que j'ai même pas eu à plaider. Normand Dubé parle de M. Leclerc, le fonctionnaire de la ville. J'ai jamais reparlé avec lui, j'ai jamais eu... Okay. On se parlait pas, moi je l'haïssais pas, puis il m'haïssait pas, il était pas supposé de m'haïr, parce que je l'haïssais pas, puis on se parlait pas, mais je savais qu'il existait, c'est tout. Mais quand que vous l'avez vu, vous, au procès? Oui, il est venu. Oui. Il est venu à parler contre moi. Il a dit, un moment donné, il est venu du Monde en 2001.
Il y avait 3 gars qui ont descendu. Là, j'avais l'impression que M. Dubé allait dans tous les sens. Et il restait 5 minutes à l'appel. J'ai enchaîné. OK, fait que là, il a parti sur d'autres choses. OK. Je vais vous ramener à votre point 7 que vous vouliez me parler parce que je sais que le temps file, là. Il reste moins que 3 minutes. Si ça coupe, peux-tu vous rappeler? Oui. En gros, il accuse M. Garrett d'avoir non seulement saboté les lignes d'Hydro-Québec, mais aussi d'avoir été celui qui aurait commandé les incendies. J'avais jamais entendu cet ajout-là au récit. Aussi, il faut savoir que M. Leclerc et M. Dubé se connaissaient. Même chose pour Mme Jarry et Mme Brosseau. Là. Rappelez-vous, M. Leclerc travaillait à l'urbanisme de Sainte-Anne-des-Plaines. Et au fil des années, il y avait eu des échanges concernant sa fosse septique, ses panneaux solaires, des rénovations de maisons, puis aussi, comme le dit M. Dubé, là, concernant une pancarte sur son terrain. En 2004, M. Dubé lui a fait peur avec sa voiture dans un stationnement. Puis c'est en mai 2010 que M. Leclerc a dû aller témoigner en cours contre Normand Dubé dans l'affaire de la servitude qui impliquait à la fois la police et la ville. Ça fait que se sont vus de près ou de loin depuis 1993, contrairement à ce que dit M. Dubé. Maintenant, là, qu'est-ce qui attend M. Dubé? J'ai posé la question au procureur de la Couronne, Maître Baribeau. Pour M. Dubé, est-ce que M. Dubé aura droit à une demande de remise en liberté plus tôt que prévu? Au niveau des demandes de remise en liberté, c'est les règles des libérations conditionnelles en vertu de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté condition qui s'applique. Mais assurément, il va pouvoir bénéficier, oui, d'une demande de libération conditionnelle minimalement au tiers de sa peine. Si c'est pas au tiers, à la moitié de sa peine. Donc, si c'est refusé, ben là, ça va être aux 2 tiers et là, c'est toute la prérogative de la Commission nationale des libérations conditionnelles. M. Dubé clame toujours son innocence. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vous qui m'apprenez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que oui, oui? Je vous l'apprends, oui. Ben, écoutez, M. Dubé, c'est conforme à la personnalité de M. Dubé. C'est comme ça. C'est comme ça, mais en n'analysant pas ses comportements, puis il se soustrait beaucoup à sa responsabilité pour des raisons dont j'ignore. C'est sûr qu'il peut pas avancer. Il peut pas avancer. C'est difficile d'avancer, en tout cas, quand on n'est pas capable de reconnaître ce que l'on a fait. Merci beaucoup, Maître Baribeau. Votre version des faits est très intéressante. Je vous en prie, Marie-Christine, ça m'a fait un grand plaisir. Il y avait encore certains détails que je voulais connaître pour vraiment aller au bout de l'histoire. Je voulais aborder la visite en prison du lieutenant Martin Bouchard. Parce qu'avec la pandémie, le lieutenant Bouchard est un des seuls à avoir pu rendre visite à M. Dubé en personne au centre de détention. Lui aussi voulait aller au bout de l'histoire en se présentant là-bas ce jour-là. Je voulais absolument savoir ce qui s'était dit. M. Dubé est en prison. Il devra purger une longue peine. Vous vouliez le rencontrer en détention. Pourquoi? Bien, il y a 2 questions qui me chicotaient. La question à savoir comment qu'il l'avait fait au niveau du méfait. Du sabotage des lignes d'Hydro-Québec? Oui. J'ai toujours resté avec l'idée. Comme je vous dis, en 1 heure chez nous, j'ai patenté un appareil qui a pu servir ou qui aurait pu finalement, même principe être étudié. Je voulais savoir lui comment il l'avait fait. Fait que j'allais le voir pour savoir s'il était prêt à nous jaser un petit peu de ça. Puis un petit peu avoir son état d'âme, comment il vivait aujourd'hui les événements depuis 2014. Puis malheureusement, à ma grande surprise, je croyais voir quelqu'un avec peut-être un sentiment de regret ou autre.
Puis j'ai plus vu quelqu'un qui rejetait le blâme sur quelqu'un d'autre encore et sur une autre personne qui est encore décédée. Fait que j'ai compris finalement que non, regarde, on n'en sortirait rien de bon là-dedans. Il dit toujours qu'il est innocent? Ah, il dit toujours que finalement, les incendies, c'est Garrett qui les a mis. C'est les méfaits, c'est Garrett qui les a faits. C'est lui qui avait des problèmes avec la municipalité. C'est lui qui en voulait à telle personne. C'est lui qui en voulait à Mme Jory. Il n'y a aucun fondement. Ce n'est que de la projection. On dirait qu'il se voit au travers de Garrett, je ne sais pas. Mais non, ça n'a pas été une rencontre ce qu'on espérait. On espérait plus une rencontre de fin de projet où c'était terminé. Puis on lui demandait, ben écoute, si jamais tu as un message pour les victimes un jour, ben écoute, je pense que ça serait apprécié. Puis ça a été nullement ça. Est-ce que vous avez eu des réponses sur comment et quelle est la méthode de sabotage des lignes d'Hydro-Québec? Pas encore. J'aurais bien aimé le savoir, mais je pense que j'étais vraiment pas loin de la réalité. Ah ouais, hein? Oui. La rencontre a duré combien de temps? Je vous dirais quoi, une vingtaine de minutes? Ah, OK, pas plus. Non. Il avait vraiment pas envie de vous parler. Non, mais voyant de quelle tournure ça prenait, ben on a décidé que ça valait pas la peine non plus. On n'était pas là pour se faire remplir. Ouais. On est allé avec des bonnes intentions, mais c'était pas réciproque. Quand j'ai repris le projet pour le balado autour de Normand Dubé, je me disais que je voulais aller au fond des choses. C'est vraiment ce qui me motivait. Je voulais enfin comprendre toute l'enquête policière, tant pour le sabotage des lignes que les incendies criminels. Enfin, là, je vais pouvoir dire aux gens qui me le demandent, ce détail-là est vrai, ce détail-là est faux, l'histoire complète, c'est ça. Enfin, presque complète, là, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai pu recueillir beaucoup de nouveaux détails sur l'enquête. De nombreuses personnes ont accepté de me parler. Ils nous ont révélé le plus de choses possibles, tout en respectant l'interdit de publication et le sceau de sécurité nationale sur de très nombreux aspects. On a pu vous parler de l'objet aussi, jusqu'à la limite où on pouvait vous en parler. Et tout ça, là, ça nous a permis de mieux comprendre comment Normand Dubé a été trouvé coupable devant la cour, puis aussi de mieux comprendre qui il est, puis pourquoi c'est si important de savoir qui il est dans cette affaire-là. Je voulais mieux comprendre qui était cet homme-là que je documente depuis 4 ans. Ce qui est paradoxal avec M. Dubé, là, c'est qu'il est à la fois le bon voisin, comme le disent les gens qui l'ont connu, mais il est aussi un citoyen revanchard et intimidant, comme le dit la Couronne. C'est qu'avant les 2 procès, là, M. Dubé avait pas de casier judiciaire. C'est un gars travaillant, loyal, on lui donnait des gros contrats de travail. C'est un homme intelligent aussi, qui a monté sa propre compagnie, qui a créé et fabriqué un avion. Toutes ces qualités-là ont fait en sorte que pendant les 2 procès, puis en attendant ses appels, les juges lui ont tous permis de rester chez lui plutôt que de rester en prison. Il correspondait à l'idée qu'on se fait du bon voisin. Mais de l'autre côté, ce qui l'a coulé, c'est son caractère. Par exemple, il s'est opposé à de nombreuses reprises à l'autorité. Là, je pense aux taxes, à la police, à la douane, à Hydro-Québec. Comment il a envoyé promener des procureurs, insulter des juges, engueuler des fonctionnaires. Et comment il en est venu au coup avec un policier. Quand M. Dubé là, sent qu'il y a une injustice envers lui, ben, il va attaquer en cours. Et ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que si c'est pas assez, ben, il va prendre d'autres moyens. Saboter des lignes, commander des incendies, terroriser des fonctionnaires. Et là, alors que le projet se termine, j'ai vraiment l'impression d'être rendue au bout du chemin. Je me suis lancée dans ce projet-là en me disant que je pourrais peut-être obtenir un aveu ou un regret de la part de M. Dubé. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai réussi à percevoir ces 2 visages. Ça fait que je comprends maintenant. Puis je vais m'arrêter là. L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin.
une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le Pilote des stars sur Normandie Bay, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca/vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553.